Bénédicte, c'est à vous. Bénédicte, c'est à vous. Très bien, merci. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je me réjouis de pouvoir vous rencontrer ou pour celles et ceux que je connais vous revoir. Je remercie Jean Fressine pour la mise en place et l'organisation de ces visioconférences et je vous remercie vous tous d'y participer. Je salue particulièrement Florent et Bessarab et ainsi que tous ceux que je connais. Très rapidement, eh bien, je travaille à l'Université de La Réunion. Je suis vice-présidente du CIREP et depuis une dizaine d'années, j'ai consacré mes recherches aux relations entre poésie et science. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec Hélène Faux, ici présente, et que je salue aussi. Nous coécrivons actuellement un ouvrage sur la littérature et les sciences. De même, je vous informe ou vous rappelle que je coordonne le groupe Poésie et Sciences dans le forum du CIREP et que tous les partages en lien avec le sujet de ce soir sont les bienvenus. À toutes celles et à tous ceux qui sont donc intéressés par le sujet, n'hésitez pas à m'écrire pour vous joindre à nous. Je voulais faire cette visioconférence pour me présenter mes recherches et fédérer les membres du CIREP qui travaillent sur le même sujet. Suite à cette visioconférence, je diffuserai avant la fin de l'année un appel à contribution pour un numéro de la revue Atlas pour soumettre, disons, un projet de revue, de numéro de revue. Et donc, je vous remercie à tous d'être là ce soir. Je vous propose donc de faire le point de manière générale et théorique sur le lien fondamentalement transdisciplinaire de la poésie et de la science. Je montrerai en 5 étapes comment, malgré un horizon de recherche commun, à savoir l'unité de la connaissance, la poésie et la science doivent être repensées au sein de notre société. J'illustrerai mon propos en consacrant quelques minutes au texte d'Adonis et de Bessarab Nicolescu, car en lisant et en rapprochant leurs textes et leurs pensées, c'est ce que j'appellerai ce soir l'évidence de l'indémontrable ou l'évidence de la présence qui s'avère être, me semble-t-il, une nouvelle forme d'universalité et qui annonce un nouveau paradigme de la connaissance, un paradigme, me semble-t-il, proprement transdisciplinaire. Cette évidence repose sur une trialectique amplement développée par Bessarab Nicolescu à partir des travaux de Stéphane Lupasco. Et pour le dire autrement et de manière plus percutante, cette évidence repose sur ce que Bessarab Nicolescu nomme le tiers caché. Le troisième terme caché de cette logique, le terme T, peut lever bien des paradoxes générés par la logique classique. C'est donc dans et par l'existence de ce troisième terme T que poésie et science doivent être repensées. À travers Adonis et Bessarab Nicolescu, poésie et science appellent aujourd'hui un nécessaire décentrement, c'est-à-dire que le noyau dur de nos représentations et de nos interprétations du monde s'est formé depuis trop longtemps de ce que François Julien, philosophe et sinologue, appelle l'évidence de la science, reléguant la poésie au flou et à l'inexact, la condamnant à n'être au mieux qu'un projet esthétique et au pire un projet hermétique. Alors en quoi la poésie devrait-elle enfin être au centre de nos représentations et de nos interprétations du monde? Qu'est-ce que sa centralité a d'universel? Ou pour le dire autrement, qu'est-ce que nous n'avons pas vu et pas compris de la poésie au point de l'avoir marginalisée et exclue de nos vies? Premier constat, c'est que jusqu'à présent, les êtres humains n'ont jamais pu mettre fin à leur misère physique et métaphysique, qui reposent essentiellement et principalement sur des conflits non résolus dans tous les domaines de la vie. D'où le vieux rêve toujours d'actualité dans notre société, d'accéder à l'unité de la connaissance et qui semble aujourd'hui de plus en plus impératif. Il y a là l'intuition que cette unité de la connaissance nous libérerait de notre intranquillité
ou de notre instabilité quotidienne, quelle serait une solution pour résoudre des conflits de tout ordre. Ainsi, combien sommes-nous à rechercher, euh, à unifier la connaissance universelle, dégagée de toute historicité et de toute subjectivité relative. Une connaissance dont nous pourrions être certains qu'elle n'est pas une construction factice ou artificielle de la pensée humaine, car nous savons tous intuitivement à quel point toute construction peut être illusoire, trompeuse et fausse. Un deuxième constat, amplement développé dans l'histoire des sciences, quelle que soit la discipline que s'impose l'être humain pour accéder à l'unité de la connaissance, la discipline choisie, qui lui fournit un support, des outils, des règles et des méthodes, ne peut suffire à elle seule. Tôt ou tard, chaque discipline appelle un dépassement, une transcendance, une échappée, y compris et surtout dans le cadre le plus rigoureux de la pensée. Ce dépassement est un exercice d'ordre spirituel plus qu'intellectuel. Il forme nécessairement à l'autonomie et à la responsabilité, c'est-à-dire à l'expérience du sujet, qui n'est pas une égologie, et au discernement, qui n'est pas une autocritique ou un jugement. Ce dépassement, parfois perçu comme une conquête à différents niveaux de réalité, se manifeste généralement par un décentrement dans la représentation commune de l'espace-temps. L'exemple de décentrement que nous connaissons tous concerne la représentation de l'univers. Grâce à la pensée philosophique ou métaphysique et à l'observation scientifique, nous sommes passés d'un modèle géocentrique à un modèle héliocentrique. Ce décentrement, propre à la représentation de l'univers, s'est accompagné, comme le rappelle Alexandre Koyré, d'une mathématisation de l'univers de plus en plus importante, séparant ainsi progressivement l'homme de l'univers. Il y a l'idée, largement soutenue par la philosophie, que la connaissance scientifique fonde l'universalité et qu'elle seule y parvient. Ainsi parle, par exemple, Frédéric Joliot-Curie, prix Nobel de chimie. La pure connaissance scientifique, dit-il, doit apporter la paix dans nos âmes en chassant les superstitions, les terreurs invisibles, et aussi en nous donnant une conscience plus claire de notre situation dans l'univers. Et c'est peut-être l'un de ses plus hauts titres. Elle est l'élément fondamental, peut-être le seul élément, d'unité de pensée entre les hommes dispersés sur le globe. Cette citation, extraite de son discours du 12 novembre 1945, prononcé 3 mois après les bombardements nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki, résonne de manière paradoxale dans mon esprit. En effet, les bombardements contredisent radicalement ces propos. La pure connaissance scientifique ne suffit pas à apporter la paix dans nos âmes et sur Terre, ni à nous donner une conscience plus claire. Un an avant, en 1944, un autre physicien et prix Nobel, Erwin Schrödinger, adopte une autre posture de pensée par un simple aveu d'humilité. Dans la préface de son livre « Qu'est-ce que la vie ?» de la physique à la biologie, il renonce à la noblesse de réserve du scientifique dont, dit-il, on attend qu'il n'écrive rien sur un sujet qu'il ne domine pas comme un maître, et constate déjà une complexité de la connaissance. Voici ce qu'il écrit. Dès l'Antiquité et au travers de nombreux siècles, l'aspect universel a été le seul auquel on ait accordé un plein crédit. Mais au cours des 100 dernières années, l'extension, à la fois en largeur et en profondeur des branches multiples du savoir humain, nous a mis en face d'un étrange dilemme. Nous sentons nettement que ce n'est que depuis peu que nous commençons à acquérir des données sûres pour fondre en un seul bloc la somme totale de tout ce qui est connu. Mais d'un autre côté, il est devenu quasi impossible de maîtriser plus qu'une petite partie spécialisée de ce tout. Sous peine de voir notre vrai but se perdre à jamais, je ne vois pas d'autre échappatoire à ce dilemme que d'admettre que quelques-uns d'entre nous se hasardent à un essai de synthèse des données expérimentales et des théories, fût-ce avec des connaissances incomplètes et de seconde main pour certaines d'entre elles, et au risque de se rendre ridicules. Cette aventure hasardeuse du chercheur n'est pas sans rapport avec la poésie,
Reprenons brièvement et de manière synthétique le concept d'universel en Occident. L'objet mathématique est le plus éloigné du flou, de la subjectivité et de l'historicité. Il se présente comme le plus proche de la vérité éternelle. La philosophie est fascinée par la science, parce que la science est, dit Husserl, dans la philosophie comme science rigoureuse, je cite, un titre pour des valeurs absolues intemporelles. La science est une science a priori tournée vers ce que Husserl appelle une téléologie universelle de la raison. Elle assure la fonction d'une vérité éternelle. Il faut donc garder à l'esprit qu'il y a ici un glissement de la science à l'idée de la science. La science résout la vérité comme un accord universel. Cette idée de la science constitue une idéologie, ou ce que Henri Méchonic appelle le dogmatisme identifié à la connaissance des essences pures. Mais d'un point de vue extérieur à l'Occident, cette universalité de la science a priori et de la raison apparaît comme une préoccupation proprement européenne. Même si l'universel européen ne se résume pas à la monopolisation a priori du pensable, et qu'il émerge sous trois aspects, comme le rappelle François Julien dans De l'universel, à savoir le concept, la citoyenneté et le salut, il révèle tout de même une préoccupation dont on ne peut pas dire qu'elle est universelle. Comme le précise François Julien, soit que les autres cultures ne songent pas à l'universel, c'est-à-dire à universaliser les principes qui sont au cœur de leur représentation, soit qu'elles se satisfassent de leur singularité. Fin de citation. Si un Husserl peut dire que la subjectivité fondamentale est ineffable, c'est bien une manière déceptive d'avouer que l'histoire de l'universel en Occident est l'histoire d'une crise de la subjectivité. Subjectivité qui encore à ce jour reste une grande inconnue. Mais plus précisément, si l'on reprend cette histoire à partir de ce qu'est la poésie, on observe alors que le poème, étant sa propre unité qui inclut la présence d'un je ici maintenant, la poésie est une pensée critique de cette pensée de l'universel. Comme le propose François Julien, ne pourrait-on donc pas concevoir une autre modalité de l'universalité humaine? En d'autres termes, serions-nous en train d'assister dans l'histoire de la pensée occidentale à un autre décentrement par lequel l'universel n'est plus lisible du seul point de vue d'une pensée classique européenne? On ne peut plus supposer un centre de valeurs absolues, nécessaires, extérieures et a priori. Ce décentrement que nous vivons actuellement implique le passage de l'universel comme concept occidental de la raison à l'universel comme dynamique, ressentie a posteriori et qui actualise l'impossible. Ou, pour reprendre les termes de François Julien, comment envisager, je cite, un universel qui ne vise pas à saturer les possibles, mais joue au contraire comme un désaturateur, rouvrant du manque dans chaque formation-institution positive, les inquiétant ainsi quant à leur légitimité et profitant dans un lointain aventureux qui se dérobe le soulagement paresseux de la clôturation. Fin de citation. Que propose donc le poème pour préserver la subjectivité fondamentale ineffable de toute indifférence ou de clôturation paresseuse? Il me faut pour y répondre revenir rapidement aux théories du langage qui ont évincé le poème de la pensée et qui en ont fait un produit esthétique. Le signe a produit un savoir qui crée sa propre ignorance et empêche de la voir. Le signe a produit un savoir qui crée sa propre ignorance et empêche de la voir. Cette citation d'Henri Méchonic résume de manière éloquente les corollaires des théories du langage qui ont construit la dualité du signe, forme et sens, faisant ainsi osciller le langage d'une fonction de représentation à une fonction de communication. Conséquence qui est une atteinte à la poésie et que décrit de manière chirurgicale Henri Méchonic dans tous ses ouvrages. Le signe de nature biface oppose la poésie à la prose, la poétisation à l'essentialisation, le lyrisme
à l'épopée, etc. Mais la poésie ne peut se réduire à une forme. Je crois qu'il est nécessaire de rappeler la définition fort simple de la poésie. La poésie est une pensée. Comme, comme le dit Băsarab Nicolescu, je cite, une théorie du langage déconnectée d'une théorie de la réalité est un non-sens, mais un non-sens agissant dans la direction d'un accroissement incessant de l'illusion. Fin de citation. Si la poésie est une pensée et non une forme ou un produit, toute théorie du langage séparée de la réalité ne peut la décrire avec exactitude. Ces théories du langage fondées sur la dualité du signe et son divorce avec toute théorie de la réalité tuent la poésie dans ce qu'elle a de spontané. Rappelons donc la définition plus juste de la poésie que propose Henri Méchonic. Le poème est l'invention d'une forme de vie par une forme de langage et l'invention d'une forme de langage par une forme de vie. En somme, on repère la poésie à la transformation qu'elle exige. Il faut donc sortir des confusions et des idéologies pour saisir le faire poétique, pour suivre le mouvement de la poésie. Alors, comment sortir de la confusion et des idéologies? Deux éléments clés. Le rythme et le corps. C'est avec beaucoup de pincettes que j'emploie l'expression de langage quantique pour parler de poésie. Il faut se dire que cette question théorique du langage est loin d'être résolue, car finalement ces théories participent à former nos représentations et nos interprétations du monde. Essentiellement fondées sur la dualité du signe, on ne peut pas espérer mieux qu'une représentation duelle du monde, avec l'homme séparé de l'univers. Je voudrais simplement partir de ces deux éléments fondamentaux de la poésie, le rythme et le corps, pour montrer comment la poésie invente, crée des liens, à tel point qu'on pourrait tout à fait recourir au poème pour se guérir de la séparation de l'homme et de l'univers. Ce qui fait dire à Henri Méchonic que le langage poétique est continu. Et ici, il emploie le terme continu de manière très spécifique. C'est une notion à distinguer, différencier des notions de continu et de discontinu propres à la physique quantique. Et on peut comprendre cette qualification de continu dans le langage de Méchonic comme une connexion, un lien énergétique. Le rythme et le corps constituent l'évidence de la présence dans le présent. Ce sont les supports d'une conscience, du jeu ici maintenant dans un espace. En effet, le rythme, opposé au schéma, est l'organisation du mouvement du sens. Il n'est donc pas seulement une mesure, un mètre, une variation musicale. Il est aussi et surtout la vibration d'une voix, d'un sujet en activité, de l'aventure, d'une voix qui advient. C'est dans ce sens que le poème postule l'évidence de la présence. En cela, il a valeur d'axiome, tout simplement. Il est la preuve de l'indémontrable, à savoir la présence de l'instant, par un sujet qui est la voix. Le corps, quant à lui, est le lieu de l'expérience, et en cela, comme le dit Adonis, il est le seul lieu de la certitude. Il favorise l'écoute du continu, au sens de Méchonic, dans le langage, contrairement au savoir, qui est un produit de la science. Dès lors que le poème postule l'évidence de la présence, il repose sur le rythme et le corps et devient le point de départ pour penser hors du modèle binaire. Il faut alors se rappeler ce que dit Băsarab à propos de ce qu'il appelle le tiers caché. Je cite, « Ce qui est vu est fait de ce qu'on ne peut pas voir. » L'évidence du tiers caché. L'image que vous voyez à droite est maintenant très connue. Elle traduit par un schéma les paroles à l'instant citées notamment. Băsarab Nicolescu reprend les travaux de Lupasco sur la logique de l'énergie, comme vous le savez, selon laquelle l'expérience est un phénomène dynamique, un développement énergétique qui, comme tel, ne s'arrête jamais, ne peut s'actualiser rigoureusement, parce que sa structure même implique un dynamisme contradictoire, une énergie antagoniste,
qu'il ne peut que virtualiser et non détruire. Cette logique est créatrice, comme le suggère Basarab Nicolescu dans ses théorèmes poétiques. Je cite: le suicide d'un individu, le suicide d'une nation ou le suicide de l'humanité ne sont que l'aboutissement et le triomphe de la logique binaire. Puis dans un autre théorème, il dit: la logique binaire est mortifère, cherchez toujours le tiers, secrètement inclus. Si l'on considère la poésie comme une pensée, cette pensée s'incarne dans une logique de l'énergie, laquelle fait du langage une force, et non la dualité d'une forme et d'un sens. Ainsi, ce tiers secrètement inclus nous permet de repenser la poésie et la science comme des ressources universelles dans le paradigme transdisciplinaire décrit par Basarab Nicolescu. La poésie comme une ressource universelle dans un nouveau paradigme transdisciplinaire. En effet, repenser la poésie et la science, ce n'est pas mettre un peu de poésie dans la science ou de science dans la poésie. Comme vous pouvez le voir dans les quelques références affichées à l'écran, plusieurs chercheurs du CIRET, parmi vous peut-être il y en a qui sont cités ici, ont déjà écrit et publié sur la poésie et la science, ou plus largement la littérature et les sciences. Il faut souligner que de manière générale, ces recherches, du moins ce que j'en connais et ce que j'ai lu, ne visent pas à répéter le dualisme, la rivalité des discours poétiques et scientifiques, à en faire une question d'autorité ou de légitimité, ni à en faire une question de didactisme, comme on peut le voir par exemple dans la poésie dite scientifique, du moins certains poèmes. Parmi les membres du CIRET, j'aimerais consacrer les dernières minutes de mon exposé à l'œuvre d'Adonis. Comme vous pouvez le voir sur l'œuvre graphique à droite, le poète nous invite à voir le poème en toute chose. Oui, c'est donc ici une question d'optique, de regard, de vision, de vue, de discernement. Je me suis permise d'intituler cette œuvre, qui n'a pas de titre, par rapport à ce que je viens de dire, et en référence à l'une de ces anthologies qui s'intitule Commencement du corps, fin de l'océan. Ici, commencement du poème, fin du savoir ou des sciences dures. Puis j'ai ajouté le nom de Basarab Nicolescu, car cette œuvre graphique, encadrée par des bribes de poèmes, oriente notre regard vers un abîme d'intériorité où l'écriture s'efface, devenant illisible, n'étant plus qu'un gribouillage. Cette œuvre marque pleinement le décentrement dont je parlais. Si l'on met la poésie au centre de nos représentations et de nos interprétations, elle remet inévitablement en question les notions communes d'espace-temps. Il y a une définition très simple de l'espace-temps poétique. L'espace-temps, c'est un théorème poétique de Basarab Nicolescu. Il y a une définition très simple de l'espace-temps poétique. L'espace-temps engendré par l'interaction entre tous les cosmos. Il est donc à la fois inobservable et perceptible, un scandale intellectuel et une nécessité intérieure. Fin de citation. C'est précisément ce qu'est la poésie d'Adonis à mes yeux. Je reprends donc les mots de Basarab, un scandale intellectuel et une nécessité intérieure. Un autre théorème dit: l'espace-temps poétique est la trace dans l'espace et dans le temps du non-espace et du non-temps. Ce non-espace, ce non-temps renvoie à la vérité éternelle comme à une évidence de l'indémontrable, ou, pour reprendre les termes de Basarab, de l'inobservable et perceptible. Un dernier théorème poétique dit: le mot évidence, ex au dehors, videre, voir, est très ambigu, car il dépend de l'espace-temps. Quelle est la signification de voir en 137 dimensions? L'évidence absolue est la vision dans le non-espace et dans le non-temps. Fin de citation. C'est à partir de cette évidence absolue qu'Adonis réinvente la langue à chaque poème et lui ouvre l'espace le plus large possible. J'aimerais pour finir lire ces quelques vers d'Adonis, extraits de Commencement du corps, fin de l'océan. Comment avions-nous vécu? Quel lieu nous avait réunis? Étions-nous deux images
Je me soumettais à la forme, à l'aspect extérieur des mots, des gestes et du corps. Je disais, la nature est apparence, les nuages errance, entre deux figures, et l'espace accueille toutes les formes. Je n'aurai pas le temps de commenter de manière très littéraire ces quelques vers, ni même le recueil, ni même sa poésie. J'aimerais donc terminer par un commentaire citationnel, avec deux citations, celle de Wittgenstein. Les limites de mon langage signifient les limites de mon monde. Complétée par une citation de Michel Camus, le champ de conscience de la poésie, c'est l'infiniment ouvert à l'intérieur de la langue, comme un trou dans la langue. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bénédicte, pour, pour cette conférence extrêmement passionnante qui met en exergue donc deux éléments qui, au départ, peuvent paraître un petit peu antinomiques, donc la poésie et la science. C'est, à titre personnel, j'ai été particulièrement intéressé donc par votre discours et par la manière dont vous avez présenté donc les différentes choses. Alors, tous ceux qui veulent donc participer, je rappelle, vous cliquez sur voilà, sur le son, sur le micro, de manière donc à pouvoir intervenir et à poser donc les questions que vous souhaitez donc à Bénédicte. Bon, il faut bien commencer, donc il faut qu'il y en ait un qui se jette à l'eau, donc je veux bien jouer ce rôle-là. Ce qui m'a particulièrement intéressé, entre autres, c'est de voir que vous nous donnez l'impression, Bénédicte, que la recherche scientifique, ça pourrait peut-être s'apparenter à une certaine forme d'épopée. Vous avez parlé donc d'épopée tout à l'heure, et je voulais savoir, est-ce que j'ai bien compris, est-ce que dans votre esprit, est-ce que la recherche scientifique, vous estimez que c'est une forme d'épopée, c'est-à-dire donc les mois, les années de recherche que l'on fait sur un thème donné, les découvertes que l'on réalise, est-ce que ce serait correct de parler d'épopée dans ce cas-là? Oui, tout à fait. L'idée que la poésie, le poème est une épopée euh, est, à mon avis, fondamentale, c'est-à-dire l'aventure d'un sujet, d'une voix qui advient, donc d'un sujet. Euh, et effectivement, le poète et le chercheur sont souvent très, très proches, c'est-à-dire qu'il est rare de trouver un chercheur en sciences fondamentales qui n'ait pas un esprit poétique, qui ne soit pas poète. Il me semble que la question du sujet reste infiniment grande et ouverte. C'est-à-dire que pour moi, l'Occident a beaucoup commenté, décrit, expliqué l'objet, tout objet, toute connaissance a priori qui est extérieure d'un objet. Il reste à explorer le sujet de manière beaucoup plus en mariant évidemment les approches, c'est-à-dire de manière transdisciplinaire, et à explorer le sujet, oui, cette aventure du sujet. D'accord. OK. Merci, Bénédicte. Bassarab, peut-être une question, Oui, puisque Bénédicte s'est beaucoup appuyé sur vos écrits, sur vos travaux. Je suppose que donc vous avez des commentaires à faire concernant la manière dont elle a établi le rapprochement entre ce que vous avez fait, ce que vous avez écrit et ses propres travaux. oui, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Je dois dire que j'étais littéralement bouleversé par cet exposé qui, d'une manière très modeste, très fine, lance des semences d'une pensée ouverte qui doit se développer, qui nous incite à développer.
C'est-à-dire, elle donne des éléments. Et je sens qu'elle a beaucoup plus à dire, je le sais d'ailleurs. Et c'est ça qui est merveilleux dans son exposé, c'est la modestie, la finesse et l'ouverture. Et je lui suis très, très reconnaissant. Et je dis, c'est un champ immense d'études. Immense. Immense, elle n'a fait qu'esquisser les débuts, les commencements d'une aventure fabuleuse de l'esprit, qui est celle d'aller vers l'essence de la compréhension de l'origine du monde. Parce que la poésie, après tout, c'est sur l'origine du monde et c'est sur Dieu. Il faut prononcer ces mots un peu interdits, mais au bout de la poésie, il y a les suprêmes poètes sur lesquels nous n'avons rien à dire, mais nous essayons d'y aller. Voilà. Merci, merci Bénédicte. Merci infiniment. Hola. Es que estaba hablando Basarab en la conferencia. Es sobre ciencia y poesía. Escuché, pero parece que se va a grabar. ¿Qué haces, mamita linda? Poesía, ciencia y poesía. El CIDET está organizando conferencias de sus miembros. Y ahorita fue de Bénédicte Letelier. ¿Qué haces, mamita? ¿Apenas vas para allá? ¿Cómo estás, mi cielo? ¿Y eso, mi amor? C'était Domingo qui parlait, je crois. Oui, il est. Domingo, il a beaucoup de choses à dire aussi. Il connaît bien les Français. Pardon, pardon. Pardon. Oui, je suis très content, non, d'avoir entendu, non, avec je partage absolument tout ce que mon cher Basarab a dit et je pense que oui, les meilleures manifestations de la relation de la science et de la poésie, c'est précisément le théorème poétique de Basarab, non? Je suis très content de avoir écouté. Merci Bénédicte, merci Basarab et merci Jean. Bon, on a fait un heureux, c'est génial. Poser une question aussi, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Oui. Je peux? Oui, allez-y Hélène, allez-y. Merci Jean, merci. Bénédicte, merci beaucoup pour cette communication très intéressante. En t'entendant parler de pensée critique de l'universel, je n'ai pu m'empêcher de penser aux écrits de Michel Foucault et à la conférence qu'il avait donnée, bien évidemment, que tu connais, intitulée « Qu'est-ce que la critique ?» et de là, en rebond rhizomique à ce qu'il a également écrit sur les Lumières. Qu'est-ce que les Lumières en réponse à ce que Immanuel Kant avait publié en 1784, Was ist Aufklärung? Est-ce que, et d'ailleurs la définition que Kant donnait des Lumières est excessivement intéressante, je me permettrai, si j'arrive à reconstituer la définition en allemand, de la citer en allemand, puis je traduirai après, der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. C'est-à-dire que les Lumières auraient été une manière de sortir de cette irresponsabilité que l'être avait lui-même créée, co-construite.
est-ce que tu serais d'accord pour dire que la poésie pourrait être envisagée comme une nouvelle Aufklärung, au sens où Kant et ensuite Foucault, d'une certaine manière, ont défini eux-mêmes la Aufklärung? Je ne sais pas, en fait. Ce qui me gêne dans cette proposition, c'est encore une manière, c'est-à-dire que si on pense à la poésie mondiale qui existe en dehors de l'Occident, c'est encore une manière de centraliser une certaine pensée et de garder donc des angles morts, en fait, dans l'approche de la poésie. J'aime beaucoup l'idée, effectivement, partagée sur les Lumières, parce que je suis occidentale et sans doute que cela me parle vraiment. Cependant, j'aime aussi beaucoup toute la poésie verticale d'un Juarros ou la poésie d'Adonis ou d'autres poésies mystiques d'Orient et d'autres cultures qui, je pense, ne pourraient pas complètement répondre à ce critère de la Aufklärung. Mais est-ce que ce ne serait pas cette sortie, ce Ausgang de la Unmündigkeit, est-ce que ça ne pourrait pas être une définition universelle, justement, qui ne serait pas uniquement une définition occidentale? Enfin, moi, personnellement, ça me plaît beaucoup, cette manière de sortir de unmündig. Mündig, c'est aussi la personne mineure, et justement, quelqu'un qui sort de cette minorité se responsabilise au sens positif du terme. C'est-à-dire prend conscience d'une nouvelle forme d'universel, et par là même se tourne de manière différente, et pas seulement occidentale, vers la poésie. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, si tu associes la responsabilité à la conscience, oui, on élargit fortement et peut-être de manière plus universelle le propos, oui. Ouais. Parce que la poésie, poiein, c'est faire. Donc on est en même temps dans l'action, dans la prise de conscience, dans le passage à l'acte, parce qu'il est temps justement de passer à l'acte de manière différente. Oui, pour être plus polémique, c'est sûr que si tu me parles sans cesse de la responsabilité, je vais te dire qu'en Occident, la responsabilité n'est pas encore pleinement vécue. Mais... Non, elle est à redéfinir, mais peut-être par le biais justement de la poésie. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, effectivement, je le pense. Mais tout cela est pour moi une question plutôt de formation de l'être humain, c'est-à-dire il y a quand même une certaine, pour l'instant, nous n'avons pas tourné le regard vers la poésie. Elle a été véritablement évincée de beaucoup de champs de connaissances, de disciplines. Et effectivement, je pense que cette éviction, que cette condamnation, que cette marginalisation n'a pas été une très bonne idée, vraiment pas. Et qu'elle peut aider effectivement en ce sens à responsabiliser de nouveau. Mais c'est-à-dire que ce qui me gêne dans le terme responsabiliser employé de manière tout à fait dénudée, c'est l'idée de morale qu'on y ajoute avec l'aspect et la dimension juridique de légitimité qui s'en accompagne, alors que, me semble-t-il, quand on pense à différents types de poèmes, aussi bien des poèmes d'Australie que des poèmes des îles d'océan d'où je suis, d'où je parle, que des poèmes africains ou d'autres qui font sentir l'oralité et l'épique et l'épopée, comme le disait Jean. J'ai envie de dire, c'est une conséquence presque logique, la responsabilité de tout ce que le poème impose avant et au préalable. On sait peut-être pas le meilleur terme, effectivement, la responsabilité. C'est le premier terme qui me soit venu à l'esprit pour traduire cette notion de Unmündigkeit. Mais il y aurait certainement quelque chose de mieux à proposer. Ouais. Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose? Bien sûr. Hein? Bien sûr, Monsieur Nicolescu. Oui.
c'est le moment, je crois, de dire une chose qui me semble un peu déroutante, peut-être, pour certains d'entre vous, mais que Bénédicte a touché en plein dans son centre, l'universalité de la méthodologie transdisciplinaire. C'est quelque chose qu'on ne doit pas, c'est pas très courant de comprendre comment une méthodologie qui a l'air un peu abstrait, un peu compliqué, etc., devient universelle. Eh bien, c'est justement par ces liens qu'elle a fait entre poésie et science et qui touche au tiers caché. C'est le tiers caché qui donne la dimension universelle de la transdisciplinarité. Et là, je crois que nous avons un lieu de méditation parce que, évidemment, l'universalité fait toujours scandale. Parce qu'on dit, oui, c'est universalité, laquelle, occidentale, orientale, etc. C'est au-delà de l'Orient, au-delà de l'Occident, ce que nous discutons ici. À vrai dire, sans les toucher, parce que c'est très difficile à toucher ces choses si fines, si délicates, mais que nous pouvons ressentir et traduire comme elle l'a fait dans des propositions qu'on pourrait poursuivre après dans notre quête. L'universalité de la méthodologie transdisciplinaire. Merci, Bénédicte. Oui, je refais un ajout à ce que vient de dire Bassarab pour, me semble-t-il, c'est tout à fait cela. Effectivement, il me semble que nous sommes à un moment de transition où nous pouvons, nous le voulons, nous le souhaitons comme un nouveau souci, une nouvelle préoccupation d'universalité qui apparaît comme une issue à tous les conflits auxquels nous assistons. Sauf que tant que nous restons indifférents aux théories du langage qui sont nos propres outils d'existence et d'échange et de communication, il me semble difficile de sortir des impasses. Et tant que ces théories du langage reposent sur des dualismes, il me semble aussi impossible de comprendre comment on peut initier une méthode transdisciplinaire pour aller vers cette universalité que je vais commenter en reprenant les termes de Bassarab. C'est l'évidence de l'absolu, l'évidence de la présence, en fait, quelque chose au final très très simple qui vient compenser toute la complexité du monde. C'est l'idée que dans cette méthode, dans les choses les plus simples qui sont sous les yeux et qu'on ne voit plus à force de les regarder, eh bien, il y a effectivement le tiers caché, quelque chose qui est, comme l'a dit Bassarab, le visible qui est fait de ce qu'on ne voit pas. C'est vraiment une question de regard. Et à mon avis, lorsqu'on verra à travers des formes identiques ou des langages identiques ou des langues identiques d'autres mondes, alors nous aurons pu faire ce décentrement qui est pour moi un moment transdisciplinaire dans l'histoire des sciences et de la pensée. Et nous pourrons alors pleinement entrer dans une nouvelle méthodologie transdisciplinaire qui n'est pas juste le nivellement de la connaissance ou le mélange des disciplines ou le croisement ou la rencontre avec encore des plates-bandes réservées ici ou là. Il n'y a pas tout ça, évidemment, bien sûr. C'est un changement, non pas qui consiste en une destruction comme avoir une terre en jachère, c'est le dépassement dont parle Bassarab Nicolescu. Oui. C'est ce à quoi j'adhère, du moins. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé pendant cette rencontre, qui est le mot de spiritualité. C'est la clé. La spiritualité comprise dans le sens, bien sûr, non dogmatique, c'est-à-dire ce qui dépasse
dépasse tout raisonnement, toute théorie, tout genre d'élaboration, même fascinante, mais qui les dépasse. Ces facteurs spirituels, c'est ce qui nous unit tous. C'est ça qu'il faut voir. L'universalité et spiritualité sont liées. C'est pour ça que dans mes derniers travaux, je mets beaucoup l'accent, et je vais développer cela vendredi, quand ça sera lancé, le 3e congrès mondial de la transdisciplinarité dans sa forme virtuelle, c'est une idée que je développe beaucoup, les sous-développements spirituels de l'être humain actuellement. Sous-développement. On parle de sous-développement économique, etc. Mais il y a un sous-développement spirituel. Et si nous arrivons à comprendre que ce n'est pas un gourou, ce n'est pas un maître, ce n'est pas quelqu'un qui va nous donner la clé c'est en nous, dedans, tous. Je crois que c'est là une merveilleuse possibilité qu'on doit respecter pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle nous donne et pour l'espérance que cela ouvre. Merci encore, Bénédicte, pour tout ce que tu as réveillé en nous. Merci, Bénédicte. Est-ce que je peux avoir le micro? Merci beaucoup, Bénédicte. J'ai une petite question. Je vais essayer à parler un peu de français. OK. Une fois, j'ai demandé à un maître bouddhiste si je passais mes journées à rechercher et écrire, est-ce que cela me mènera au-delà, l'absolu? Parce que j'étais dans un moment où je me fais la question à moi-même. Tous ces mots, tous ces livres, toutes ces pensées, est-ce que c'est quelque chose qui va aider ma vie spirituelle ou non, ou pas? Alors, j'ai fait cette question à ces maîtres. Et la réponse c'était seulement si les mots émergent de la vacuité. Alors, quand j'ai écouté ta présentation, j'ai pensé à cela. Les mots qui émergent de la vacuité. Ces mots sont la clé. Il devient une sorte de clé qui je ne sais pas comment dire, mais c'est la poésie c'est de la vie qui émerge dans la vacuité. Et ça, c'est vraiment, je ne sais pas. Merci. C'était très clair, oui. Merci. Oui, c'était très clair, Renata, merci. Je vais essayer juste d'ajouter quelques mots. Me semble-t-il, le vide dont tu parles, me semble-t-il, ou la vacuité plus exactement, suppose un espace dans le sens où, oui, l'espace qui est le vacuum, la vacuité, est pour moi une manière de... En fait, si on reprend l'exemple d'Adonis, la poésie d'Adonis est profondément spatiale. La poésie d'Adonis
elle se fonde sur cette évidence de l'absolu qui est la présence de cet espace, de cette vacuité. Et c'est effectivement en ce sens que les mots qui émergent de la vacuité ne peuvent pas émerger d'une égologie, d'une prétention du mental, d'une construction ou d'une illusion de toutes ces constructions en fait, de l'esprit humain. Et effectivement, nous sommes alors dans une dimension beaucoup plus transdisciplinaire à partir du moment où l'espace n'est plus l'espace commun de l'espace-temps, en fait. Je ne sais pas si les liens que j'ai faits sont justes, mais c'est à cela que ça m'a fait penser. J'aimerais dire un mot à Bénédicte. Merci beaucoup. Et oui, Édouard, allez-y, allez-y. Je réagis sur le dualisme dont vous avez parlé avec Saussure. La science en général explique. Et en expliquant, elle met le sujet à distance comme observateur du monde. La poésie implique, en faisant entrer en résonance l'intimité de la personne qui écoute. Et ça me fait penser à David Bohm dans Wholeness and the Implicato, qui utilise l'image de l'origami où le réel est replié. Et ce qu'on voit dans la figure dessinée, ça n'est pas le réel. Le réel, c'est le code du pliage. Et donc, j'aimerais bien avoir votre réaction sur cette dimension de expliquer ou impliquer. Et il y a des langues qui sont plus poétiques que d'autres. Le français est une langue conceptuelle, le chinois est une langue idéogrammatique. Si je parle du spleen, de la mélancolie en chinois, je vais utiliser les idéogrammes, l'état du cœur au moment de la chute des feuilles. Et donc, si je suis médecin, est-ce que la mélancolie et le tableau clinique va me parler autant que l'état du cœur au moment de la chute des feuilles? L'émotion est un langage universel. La poésie parle aux émotions autant qu'à l'imagination. Et du coup, elle implique davantage que l'explication du scientifique qui reste à distance, mais qui résiste à l'implication. Vous avez des réactions là-dessus? Oui, j'aime beaucoup votre expression, merci Édouard, j'aime beaucoup votre expression de résistance à l'implication, qui rejoint peut-être d'ailleurs le concept de responsabilité. Hein. Mais effectivement, je pense que, je parlerai de l'origami après, je pense que tout ce qui concerne la sphère du sujet intime ou universel, puisque le sujet dans le mysticisme, je égale l'autre, je égale toi, disons que la sphère du sujet implique effectivement, inévitablement, tous les filtres émotionnels, gestuels, de la pensée, du savoir, tous les filtres que nous avons à notre disposition pour lire et recevoir et exprimer le réel et notre être. Maintenant, je dirais que la poésie n'est pas qu'émotion pour ce qui concerne de la poésie et que ce qu'elle fait davantage que de traduire des émotions, parce que moi je dirais que ce qui traduit les émotions peut être le langage ordinaire. Hein. Dans le langage ordinaire, nous pouvons traduire nos émotions amplement par des gestes, un langage inconscient ou d'autres choses. Mais la poésie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle montre notre résistance à l'implication, qu'elle montre notre manière d'être dans le mensonge plutôt que dans la vérité, puisque la poésie, comme le disait Jacques Bouvresse, est l'accès privilégié à la vérité. Alain aussi et d'autres philosophes le pensaient. Je le pense aussi, je le pense dans ce sens où, comme vous l'avez sous-entendu dans l'expression résister à l'implication, cette implication est extrêmement douloureuse parce qu'elle nous implique personnellement. Dès lors que nous sommes impliqués personnellement, il y a la possibilité d'être blessé de nouveau. Cette blessure que l'on peut vivre quand on a un certain âge et qu'on occulte par un silence ou par un refoulé ou par d'autres moyens, il est évident que nous n'avons pas envie de nous y confronter une deuxième fois. Alors la poésie, elle est exigeante parce qu'elle veut notre bien. C'est comme, pour moi, comme en fait l'idée que c'est pas la vérité qui nous fait mal, mais c'est parce que la vérité
nous révèle nos illusions qui, elles, nous font mal, que nous n'allons pas vers elles. C'est du même ordre, c'est-à-dire que pour moi, le poème, il est véritablement comme dans ce cylindre sur le schéma, et on peut y voir un carré, un rectangle, un cercle ou la forme que l'on veut. On peut projeter ce que l'on veut. Au final, il y a la liberté d'implication ou non, mais il y a l'exigence aussi du poème qui, tôt ou tard, nous dit, eh bien, je serai hermétique tant que tu résistes. Donc oui, je le pense, comme vous. Et effectivement, si nous résistons de manière durable, parce que nous aimons résister à la vérité, à ce qui est évident, eh bien, oui, l'univers ne peut qu'être chiffonné, pour reprendre une expression de Jean-Pierre Luminet. L'univers ne peut être, dans sa représentation et dans ce que l'on voit, ne peut être que plié et en attente d'être déplié, déployé. Oui, je le pense. Je pense que cette image de l'origami est exactement la manière dont on construit. On plie, on ment, on plie, on rement, on replie, jusqu'à ce qu'on déplie le tout, véritablement, sans avoir peur et sans résistance, ce qui est très difficile, je pense. Merci. Merci beaucoup, Bénédicte. D'autres interventions? D'autres questions? On va peut-être demander à Florent, peut-être, d'intervenir, s'il n'y a pas d'autres personnes qui veulent le faire. Oui, je pensais plutôt intervenir enfin. Donc, je veux pas. Je suis tellement ébloui de la clarté de l'exposé et de l'intelligence des échanges depuis que voilà, je suis tout oui. Je me nourris intérieurement depuis mes champs épistémologiques qui croisent évidemment ceux de la thématique d'aujourd'hui, mais insuffisamment à mon goût. Et ton exposé m'a fait penser à notre ancien membre René Barbier, bien sûr, qui, depuis ses positions, intégrait toujours l'élément poétique, à la fois dans ses recherches, mais également dans l'exposé de ses travaux et de ses résultats. Et je crois qu'à chaque grande étape de sa vie, à partir d'un certain moment, il me l'a jamais dit, mais je l'imagine tellement, et je l'ai vu au moins une fois, lorsque nous avons co-créé ensemble à plusieurs universitaires venant surtout de Paris 8, l'Université coopérative de Paris, eh bien, il a créé un poème un peu en forme d'origami. Il aimait beaucoup René Char. Et on retrouvait un peu cet esprit dans ses productions. Et voilà, je crois que beaucoup a été dit. Comme a dit Bassarab, ce n'est qu'un début. Continuons non pas le combat, mais l'exploration, bien au contraire. Donc, un immense merci à toi, Jean, d'organiser contre vent et marée depuis plusieurs mois et avec un succès qui ne se dément pas, ce cycle. Un immense merci, Bénédicte, d'avoir été notre invitée de ce soir, qui nous a orientés parmi toutes les thématiques que nous avons depuis le début. Je crois que c'est la 5e, on ouvre des champs magnifiques. Merci à vous tous qui êtes présents ce soir, certains sont des réguliers. Ces moments d'échange entre membres est excellent. Et, il permet de faire vivre notre communauté, de nous rencontrer, et puis d'accueillir des amis de passage, et puis peut-être d'autres personnes à qui elles donneront envie de nous rejoindre. J'ai beaucoup parlé, je redonne la main à l'Agora avant que tu nous orientes vers la clôture, si elle se présente. Et encore merci. Je crois qu'il y a la personne qui s'appelle MW qui avait levé la main tout à l'heure. Micro. Ah, il vous faut appuyer, il vous faut réactiver votre voilà le micro, ça y est. Attendez. Oui, on vous écoute. Oui, non, c'était une brève intervention. C'est Marc-William de Bonneau à l'appareil, sur l'écran. Je voulais juste dire que Bénédicte, que je suis depuis longtemps, en fait, c'est passionnant, ces propos. Ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, dans l'interaction entre art et science et voyant comment la poésie peut opérer de façon opérationnelle,
je dirais que le message est rassurant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des artistes, au niveau de l'art contemporain notamment, qui vraiment ont compris ce message et en fait ne s'abreuvent plus de paroles, et qu'en fait il y a une réponse, il y a une réciprocité entre l'approche de scientifiques qui s'ouvre au message de la poésie, disons, sur le plan général, et en même temps, lorsque les artistes s'approprient la découverte d'un scientifique, ils lui font en fait redécouvrir la dimension en fait poétique de sa découverte scientifique. Et ça, c'est un message qui est rassurant par rapport à ce que vous dites, dans la mesure où en fait il est présent, c'est-à-dire on peut le constater lorsqu'on travaille dans ce champ-là. Et je pense que c'est un message qui est rassurant. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'était une simple parenthèse. Bon, merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire un dernier mot, une dernière intervention? Non? Bien, eh bien écoutez, il est 19h10, hein, donc voilà, on aura Jean, pu… Oui? Pardon, est-ce que, puisque tu nous amènes à la conclusion, tu veux bien rappeler au moins la prochaine date, même les 2 prochaines dates, je crois qu'elles sont arrêtées, hein, pour novembre et décembre, et peut-être les intervenants, si tu les as pas très loin. Alors, écoute, là, je suis désolé, tu me prends au dépourvu, je les ai pas sous la main. Désolé, et je pense que je fais pas mieux de mon côté. Bon, écoute, donc, voilà. Oui, ça y est, je l'ai. Tu me permets? Oui, bien sûr. Alors, invitation à tous les présents et les absents. Mardi 24 novembre, ce sera une conférence de Susanna Ice, qui va intervenir en anglais, je pense. Voilà, c'est une chercheuse américaine, voilà, en Californie, effectivement, et photographe. Voilà. C'était un profil qui nous a rejoint récemment, donc ce sera l'occasion de découvrir ses travaux qu'elle nous partagera à cette occasion. Voilà, tout à fait. Ouais. Allô? Oui, bien. Eh bien, je souhaitais donc, pour terminer, remercier encore Bénédicte pour son travail remarquable, pour l'ouverture qu'elle propose donc dans son travail. Moi, j'ai été particulièrement donc séduit par ce mélange des genres. Hein, donc, un grand merci à Bénédicte. Merci à toutes et à tous donc pour votre présence. Parce que c'est vrai que si on organise quelque chose, il faut qu'il y ait du feedback, hein, puisque donc il y a des gens qui font du travail et voilà, c'est leur récompense que de venir les écouter et de venir participer à tout cela. Et ça permet donc à une association également de pouvoir se perpétuer, de pouvoir continuer à exister, hein, parce que sinon les choses se délitent, la motivation disparaît et ensuite donc c'est fini. Donc merci à toutes et à tous et je vous dis donc à dans un mois. Bonne soirée à tous et au plaisir de vous retrouver donc d'ici un mois. Voilà. Merci à toutes et à tous. Au revoir.